Alors, Straton, bonjour. Je voulais avoir... Votre nom rwandais, c'est... Sinza Okira Straton. D'accord, ça s'écrit comment? Sinzabakira Ok. Vous êtes né en quelle année? Je suis né le 12 février 1961. 61, d'accord, ok. Alors moi je voulais savoir, en 94 vous étiez à Cyangugu, c'est ça? Oui, j'étais à Cyangugu. D'accord. J'étais bourgmestre de la commune de Karengera. Ah, vous étiez bourgmestre de Kalengela, d'accord, ok. Et donc moi je cherche à éclaircir un peu un point, sur les livraisons d'armes des Français aux miliciens, ou aux autorités, je ne sais plus. Mais parce qu'à un moment donné, il y avait, je crois qu'il y avait plusieurs dates, mais est-ce que c'était le 25 avril ou c'était plutôt vers la fin du génocide? Bon, d'abord, si vous voulez parler des militaires français, Oui. passons d'abord par l'opération Noroa. D'accord. Lors de l'opération Noroa, Oui. certains militaires français ont participé à l'entraînement des Interahamwe et des Ibuza Mugambi. D'accord. Les milices des MRND et de la D'accord. CDR. Ok. Ouais. Et alors, Ils les entraînaient ouais. à l'utilisation de l'arme à feu. Ils leur faisaient des exercices. Ouais, d'accord. Il y avait un camp d'entraînement pour ces milices à Gabiro, Ouais. au Monjari, à Bigogwe. Il y en a même de ma commune qui ont participé. Ouais. Mais après, toujours sur cette question de livraison d'armes, quand nous sommes arrivés au refuge au Zaïre, Ouais. la RD Congo actuelle, Ouais. les militaires français ont donné des armes aux ex-FAR Ouais. pour qu'ils reviennent attaquer et récupérer le pouvoir. Ça, c'était vers quelle date à peu près? C'est au mois de septembre, octobre, novembre et décembre 94 Ouais. jusqu'en 95, Ouais. parce que c'est à ce moment-là que les attaques étaient nombreuses. D'accord. Aux environs de Cyangugu, de Gikongoro, de Kibuye, de Gisenyi. D'accord. Et donc ça, c'est livraison d'armes après donc le Nous génocide. avons fait des réunions, les responsables au niveau politique, les bourgmestres et les sous-préfets. Nous faisions des réunions, il y avait des représentants. Je me souviens de la réunion que nous avons tenue en septembre à l'hôtel La Frégate à Bukavu. Il y avait des militaires français, il y avait des représentants on nous disait de la communauté belge flamande. Et il y avait d'autres supporters qui voulaient nous aider à récupérer le pouvoir, des militaires et des officiers d'Isaïe envoyés par Kinshasa. Et on préparait, on organisait comment on peut récupérer le pouvoir. C'est à ce moment-là qu'on a décidé d'instaurer un cadre d'entraînement à Burundi. C'est au Congo, c'est dans la zone de Walungu, vers Walungu, à Burundi, où on entraînait les jeunes réfugiés, que ce soit les Rwandais, que ce soit des Congolais, que ce soit des Burundais. On les entraînait à l'utilisation de l'arme à feu. Et puis ils participaient même aux attaques au Rwanda. Quand vous parliez de l'opération Noroa et des formations, est-ce que c'était des formations de militaires ou de miliciens? C'était des formations de militaires parce que la milice avait une tenue différente de celle des militaires. Les militaires portaient les tenues militaires. Oui. La tenue était officielle. L'uniforme tache-tache oui. vert, Mais la milice avait une autre tenue, le kitenge. C'est un habit africain qui est porté souvent par les femmes. Mais la milice des Interahamwe de la CDR avait cette tenue, elle est connue de tout le monde. Et puis, on écrivait ça dans les journaux, les journalistes en parlaient, disaient qu'il y avait des entraînements. Vous
vous souviendrez que le général Roméo Dallaire, en octobre 1993, a donné rapport au secrétaire général disant qu'il y avait des préparatifs pour un massacre à grande échelle. Les preuves étaient là, qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Et je pense que ce ne sont pas les responsables militaires français qui devaient ignorer ça, parce qu'ils avaient toutes les informations à propos du Rwanda. Le gouvernement rwandais coopérait avec le gouvernement de la France. Ils avaient quand même bien sûr, beaucoup de notions à propos de l'organisation de l'armée rwandaise. Ouais. Mais mais ces formations de miliciens, vous en avez entendu parler ou vous les avez vues de vos yeux? Moi, j'ai vu personnellement au Mont Jari, parce que j'avais un beau-frère qui travaillait là-bas, qui était gendarme. Oui. Alors, c'était une position, en fait, un détachement des gendarmes au Mont Jari. Et là, on avait organisé des entraînements de la milice. Et quand je suis allé voir mon beau-frère, il m'a parlé de ça. Et puis après, on est parti dans une buvette prendre de la bière. C'est comme ça que je suis ça. Mais j'avais aussi des preuves parce que dans ma commune, il y a le président de la milice Interahamwe en préfecture de Kiamougou, Dino Donyangui Christophe, qui avait participé à ces entraînements. Et Nsengoum Rémi Anacré, et notre voisin de moi-même qui avait participé à ces entraînements. Et de retour, ils sont revenus avec des pistolets, ils sont revenus avec des armes, ce qui signifiait qu'ils avaient bien suivi et que le gouvernement leur avait donné des armes, quitte à ce qu'ils les utiliseront. Et eux, pardon, les gens que vous venez de citer, ils étaient formés au Mont Jali aussi ou ailleurs? Eux, ils sont partis dans les premiers groupes qui sont allés à Gabiro. Il y avait la formation à Gabiro, à Bigogwe, au comité de Bigogwe, au Mont Jari, et puis au comité de Kanombe. Beaucoup de ces milices y ont participé. D'accord. Et Mont Jali, c'était seulement votre beau-frère qui vous en parlait? Oui, mais vous ne l'avez pas vu quand même Moi, je les ai retrouvés là-bas. Je connaissais la tenue des Interahamwe, je connaissais leur tenue en kitenge avec des fleurs. Je connaissais. Vous les avez vus? Ils avaient des bérets différents de ceux des militaires, parce que leurs bérets étaient aussi cousus en kitenge. Donc quand vous étiez au Mont Jali, vous avez vu ces gens? Oui, je les ai vus, je les ai trouvés là-bas. C'est pourquoi j'ai été intéressé à lui demander, parce que moi j'étais membre de l'opposition, moi j'étais membre du parti PSD. Je lui ai demandé comment beaucoup de ces milices sont ici. Et puis il m'a dit ils sont venus subir un entraînement. Ils sont en train de leur faire subir un entraînement militaire. Ils apprennent à fusiller, ils apprennent les tactiques militaires. Quitte à ce qu'ils peuvent un jour ou l'autre intervenir au camp échéant. Moi je pensais que c'était pour intervenir sur le front, que les ex-phares combattaient avec le FPR. Mais plutôt ce n'était pas ça, c'était pour préparer en vue du génocide. Oui, d'accord, ok. Alors, pendant le génocide, pendant le génocide, c'est-à-dire, on va dire, de la période du mois d'avril, donc à partir ou même avant, un petit peu avant, jusqu'au juillet, est-ce que vous voyez des Français? Bon, écoutez bien, lorsque il y a eu les négociations qui ont forcé le gouvernement français à récupérer les militaires de l'opération Morois, ils ont dit soi-disant que tout le monde était rapatrié, mais il est resté un groupe d'experts, surtout en artillerie lourde, parce que les militaires français ont participé. En artillerie? Oui, ils ont participé au front. Avec au front, à quel front? Le front de quand? Au front du Moutara, au front de Nyamagumba. Là, c'est quelle date, quel moment à peu près? Nyamagumba, je pense, si je ne me trompe pas, c'est janvier 1993. On les voyait aller au front parce que moi, je faisais souvent à Kiamougou, Kigali. J'étais un homme politique. J'avais quand même un cadre dans lequel
Je discutais avec mes collègues, on avait les informations. Mais le départ officiel de l'armée de Noroy, c'est décembre 93, non? C'est quelques mois. Mais après, mais je dis qu'après, les militaires français sont... un certain nombre de militaires français sont toujours restés. Ils ont continué à coopérer, que ce soit au front, que ce soit dans les entraînements des Interahamwe. Ils sont restés au Rwanda. Même jusque lors du génocide, il y en avait qui étaient toujours là, qui, soi-disant, ont été réintégrés, ont été mélangés avec l'opération turquoise. Mais quelle opération turquoise a retrouvée ici même au pays? Alors, expliquez-moi un petit peu. Donc, après le départ officiel de Noroy, où est-ce que vous voyez, enfin, où est-ce que vous entendez parler, où vous voyez les artilleurs là français qui restent? Ils étaient à Kigali, ils circulaient avec nos officiers, on les voyait dans les jeeps passer. D'accord. Nous avions des informations parce que, vous voyez, comme membre d'un parti d'opposition, j'étais membre du bureau politique et du PSD au niveau national. On cherchait les informations pour savoir ce que faisait le gouvernement des MRND parce que nous étions des opposants. Il fallait récupérer toutes les informations. Il fallait savoir ce que fait celui-là ou celui-ci. C'est comme ça qu'on avait ces informations. D'accord. Mes deux successeurs arrivés au Congo, on a fait des réunions ensemble avec les officiers. D'accord. Alors par exemple, pourquoi vous dites que c'est des artilleurs? Comment vous le savez que c'est des artilleurs? Bon, on nous disait qu'on est resté avec les militaires qui étaient spécialistes en artillerie lourde parce que l'armée rwandaise n'en avait pas de spécialistes suffisamment. Qu'est-ce qui vous avait dit ça? Les militaires ont causé, on avait des frères et on avait des voisins dans l'armée rwandaise. Ça, c'était pas une information qui devait être une énigme. Oui, d'accord. D'accord, ok. Et alors donc là, vous envoyez de temps en temps, donc juste avant le génocide, c'est ça? Oui, mais on pouvait même les croiser dans des cabarets, ils passaient prendre des verres avec leurs collègues rwandais, ou on causait. D'accord. Et puis, ils n'avaient pas de problème avec nous parce que, surtout quand ils savaient que nous sommes des Hutus, ils savaient qu'on n'avait aucun problème. Le problème, c'était le Tutsi qui avait attaqué le Rwanda. D'accord, je comprends. Se confier, ça sans retenue. Alors, donc, arrive l'attentat présidentiel, et puis l'évacuation des Occidentaux. Alors, moi, ce que j'aimerais bien savoir, est-ce que vous entendez ou ce que vous voyez après donc cette évacuation qui se termine le 14 avril à peu près, jusqu'à avant l'opération turquoise, ces artilleurs, ils restent aussi? Ils étaient toujours là. Alors, comment vous le savez qu'ils restaient là? On les voyait parce que moi, j'ai fait 2 fois à Kigali, après l'attentat de l'avion du président Habyarimana. Je causais avec les militaires, c'était les moments les plus chauds. Il fallait avoir toutes les informations. Nous, on se donnait des bravos en disant que les Français nous soutiennent, ils sont là, ils vont nous appuyer, ils vont nous donner des armes, il n'y a aucun problème, nous allons vaincre le FPR. Moi, j'étais bourgmestre de commune et c'était alors politique. Au point de vue administratif, et puis j'étais un politicien parce que j'étais membre du bureau politique et du PSD. Et après l'attentat du président, de l'avion du président Habyarimana, les Hutus sont mis ensemble. Ils ont coopéré, que vous soyez de l'opposition ou autre, à part ceux qui ont été assassinés parce qu'ils ne voulaient pas que le génocide puisse être mis en action. Mais tous ceux qui ont donné fait vert au génocide, nous avons coopéré, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du PR-Pawa. C'est pourquoi vous avez entendu, même les partis de l'opposition, ils ont créé des mouvances extrémistes. Mouvance Power. Pawa, MDR Pawa, PSD Pawa, PR Pawa, et ainsi de suite. D'accord. Alors, donc, vous dites que vous allez à Kigali 2 fois, c'est ça, après l'attentat? Oui. Alors, est-ce que vous vous souvenez un peu des dates? Bon, les dates... Ou alors des événements
qui pourrait me permettre de retrouver la date? Bon, moi, je me souviens le 15, Ouais. le 15 avril, je suis parti pour récupérer ma belle-sœur qui avait un problème parce que à ce moment-là, les gens de Kigali voulaient regagner leur famille à la campagne parce qu'à Kigali, c'était un champ de bataille. Je suis allé pour la récupérer. Et arrivé à Gitikinyoni, c'est à la sortie de la ville. Et j'ai rencontré des militaires que je connaissais bien. Il y avait un certain Kiza, il est de chez moi. Il était avec des militaires français, 3. Et puis il y avait aussi des hommes de troupes. Il tenait une barrière. Et je savais que c'était des militaires français parce que j'avais même l'information bien avant ça. Donc vous les voyez à une barrière à Kigali le 15 avril. Oui. D'accord. Même. Alors, comme vous savez, est-ce que quand vous allez à Kigali ce 15 avril, est-ce que vous voyez encore des civils blancs occidentaux dans les rues, enfin, sur le point d'être évacués ou tout ça? Non, il n'y en avait presque pas parce que seuls les civils occidentaux de la CCR, et ça donnait au travail humanitaire, mais les autres étaient regroupés et partis. D'accord, ils étaient déjà partis, d'accord. Ouais. Et alors, donc là, vous voyez des Français à une barrière, ils sont combien? Ils étaient 3, avec eux, mais d'accord. Et alors, elle est située où, cette barrière? C'était à la sortie, à Gitikinyoni, à la sortie de la ville. Vous l'avez dit, oui. D'accord, ok. Ok. Est-ce qu'il y a un autre moment où, quand vous retournez à Kigali, vous les voyez, ou vous retournez une deuxième fois à Kigali, c'est ça? Moi, je suis retourné la deuxième fois, je n'ai pas pu regagner juste Kigali. Je suis arrivé à Kamoni, c'est juste à quelques 20 km de la ville, parce que le front commençait à avancer vers le sud. Bon, les militaires m'ont conseillé de ne pas avancer jusqu'en ville. Bon, j'ai essayé de faire des communications aux gens que je voulais aider à quitter la ville. Bon, les téléphones commençaient à ne pas marcher. Et puis j'ai regagné Gitarama. Bon, à Gitarama, là où le gouvernement s'était installé, il y avait aussi des militaires français. C'était des conseillers. C'était qui guidaient comment organiser le front, comment organiser ceci, cela. Ils étaient là. D'accord. Vous en avez vu avec de vos yeux vus? Oui, des colonels. Oui, j'ai vu un colonel. On disait que c'était un colonel? Oui. D'accord. C'est un colonel. Et puis, il avait aussi des sujets. Ils étaient au nombre de 5, là où à Morambi, où le gouvernement s'était installé. D'accord. Parce que le site était gardé par les militaires rwandais. Mais là, il y avait aussi les militaires français. Ils sont même passés par Gikongoro et ont rejoint leurs collègues lors de l'opération turquoise. Alors, parce que là, j'ai pas compris. Vous parliez de Moulambi, mais le gouvernement, il n'était pas à Gitarama. À un moment, il était à Moulambi, c'est ça? Oui, c'est juste à Gitarama. Le site s'appelle Moulambi. Ah oui, c'est pas le Moulambi de Gikongolo. Non, c'est pas Moulambi. C'est un autre Moulambi. C'était notre Moulambi. Ah oui, d'accord. Okay. C'est le Moulambi où le gouvernement s'est installé pour. D'accord. Quand ils se sont repliés de Kigali. Oui, lorsqu'ils se sont repliés de Kigali. Oui. D'accord. Donc là, vous voyez un chef, un colonel. Et puis 5 autres militaires français, c'est ça? D'accord. Bon, et puis... Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils faisaient des conseils, ils guidaient, etc.? Les militaires nous en parlaient, nous réconfortaient, disant non, on ne va pas échouer, le champ de bataille, nous sommes toujours soutenus. Attendez un peu, il y a des avions qui sont partis amener des armes et tout ça. Et on nous réconfortait. C'était une façon de nous remonter le moral et ils nous disaient de leur secret. Oui, d'accord, ok. Et puis, donc, étonné aussi, lorsque les militaires français de l'opération turquoise sont arrivés à Tiamougou, bon, sur les barrières, ils ont incité à massacrer les Tutsis. Ils ont même enseigné aux gens comment faire en sorte que les cadavres ne puissent pas remonter à la surface quand on les jetait dans l'eau, dans le lac, tout ça.
Ça, c'était pendant Turquoise. Oui, lors de l'opération Turquoise. D'accord. Et ceux-là qui étaient restés avec le gouvernement à Batabazi, ils sont venus et ils ont réintégré les membres de l'opération Turquoise. Ils sont partis au Congo tous ensemble. D'accord. Ouais. Et alors, attendez, donc ces gens qui enseignent d'ouvrir les cadavres, mettre des pierres dedans, ou je sais pas quoi, c'est ça, hein, pour pas que le cadavre remonte à la surface. Donc ça, c'était pendant Turquoise? Oui, c'est pendant l'opération Turquoise. Mais comment vous apprenez cette chose? Vous le voyez ou vous le... Écoutez, moi j'étais bourgmestre, je me rendais chaque fois à la préfecture, et puis moi je ne craignais rien, j'étais parmi ceux qui exécutaient, qui massacraient les Tutsis, qui donnaient des ordres, qui supervisaient. Nous avons distribué des armes. Les Français n'avaient pas peur de nous, on devait coopérer. Ils nous demandaient chaque fois, ils venaient, par exemple, on venait à chaque commune voir le bourgmestre et puis lui demander quelle est la situation dans votre commune. Bon, on me mettait à côté, on me demandait est-ce qu'ici il n'y aurait pas de membres d'IFPR. Bon, et je vous dirais une situation qui m'a été grave. Un jour, j'ai aidé un Tutsi avec qui j'avais fait l'école secondaire. Il est parti au Burundi. Et puis le commandement de l'armée, le lieutenant Samuel Manishimwe, a dit que j'avais aidé un Tutsi à se réfugier au Burundi. Et il en a parlé aux militaires français. Ils sont venus chez moi, ils m'ont tabassé. C'était quand ça? C'était au mois de juin, fin juin. J'ai dit même presque démissionné. J'ai fait une lettre au préfet, j'ai donné une copie à l'ambassadeur de la France au Burundi parce que c'était l'ambassade la plus proche qui restait. Et puis il y a un rapport qui a été fait sur cette affaire, cet attentat. Il est venu un premier sergent-major qui s'occupait de la discipline des militaires français. Il est venu m'interroger pendant 2 heures dans mon bureau. Ils sont venus me chercher à la maison. On a refusé de creuser l'accès dans l'enclos où je résidais, dans ma résidence. Et puis, ils m'ont rassuré qu'ils ne viennent pas pour me faire du mal. Et puis, il est venu, il s'est présenté, il m'a dit que tout le monde avec qui il était, personne n'avait une arme sur lui, que lui, il venait pour spécialement faire une enquête pour voir que si j'ai été agressé, que ceux qui m'ont agressé soient punis. Ils ont fait une enquête, mais ça a disparu comme ça. C'est ce qui montre une énigme dans ce qu'ils disaient, soi-disant une opération humanitaire. C'était faux. En fait, c'était un appui logistique et matériel aux ex-céphales. Malheureusement, l'attaque des FPR a pris le dessus. Et puis, ils n'ont fait que nous protéger pour prendre le refuge aux îles. D'accord, mais je comprends bien. Bon alors, donc ces livraisons d'armes dans lesquelles vous auriez été témoin, vous avez parlé au Congo là où, au Rwanda. Il n'y a pas cette histoire de livraison d'armes à un moment donné? Une livraison d'armes ou quelque chose que vous voyez fin avril? Non, excusez-moi, parce que peut-être que je mélange aussi avec d'autres témoignages. C'est parce que j'avais, il me semblait avoir entendu parler d'une livraison d'armes le 25 La livraison avril. d'armes, j'en parle quand nous sommes arrivés au Congo. Les militaires français ont terminé des caisses, ils ont distribué dans les cas les M16. D'accord. Les fusils qui portaient la marque de M16. Et puis il venait, il y avait un colonel de chez moi à Tchangougou, le colonel Gracien Kabiligi. C'était presque un frère parce qu'il est de Tchangougou. Moi, en tant que responsable, et puis quelqu'un, un agent de l'État de ce gouvernement qui a fait le génocide, on faisait des réunions, on planifiait comment récupérer le pouvoir, comment reconquérir le pouvoir. C'est comme ça que nous avions des informations. On avait commencé à cotiser. Il y avait certains organismes qui promettaient de nous prêter main forte. L'association flamande, c'était un parti des flamands de la Belgique, avait donné de l'argent, et ainsi de suite. Alors,
Et donc les Français pendant le génocide, est-ce que vous voyez des Français à un moment donné partir vers la direction de Akibouye ou Bicécéro? Ça vous dit rien? Bon, j'ai des informations à propos de comment que les militaires français sont arrivés à Bicécéro, à Kibouye. Parce que, écoutez, l'assaut final de Bicécéro, ça a été dicté par le gouvernement. Le gouvernement s'est réuni le 17 juin et a pris une décision qu'il fallait faire une action muselée à Bicécéro pour ratissage, pour tuer tous les Tutsis qui étaient restés. Bon. Alors, quand les militaires français sont arrivés à Tiamougou, sont venus, ils ont passé par ma commune et ils ont continué jusqu'à Kibouye. Il y a un collègue avec qui j'ai fait l'école secondaire, il dit non, d'autres Alphonse. C'était un intellectuel, c'est lui qui parlait français là tout près d'Obicécéro. C'est lui qui est allé leur montrer le site d'Obicécéro, là où étaient les réfugiés Tutsis. Quand ils sont arrivés là-bas, ce monsieur Alphonse m'a dit que, parce que j'ai fait la prison avec lui à Tiambougou environ 2 ou 3 ans avant qu'il soit transféré à Kibouye, parce qu'il a été incarcéré de retour au Rwanda en venant de Bukavu. C'est pas Jean-Baptiste Twagiralezou? C'est bien lui. Ah oui, c'est pas Alphonse Twagiralezou, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ouais. Jean-Baptiste. Twagiralezou Jean-Baptiste. Ouais. Voilà. Un petit avec des lunettes, voilà. C'est ça? Bon, il est parti avec les militaires, il leur a montré. À ce moment-là, les Tutsis qui restaient étaient aux environs entre 6 000 et 7 000. Entre 6 000 et 7 000. Alors, quand les militaires ont vu qu'il y avait toujours des Tutsis, ils sont retournés, arrivés à un centre tout près. C'est ce que m'a dit ce monsieur Jean-Baptiste. Et ils ont dit, vous avez dit que les Tutsis sont terminés alors que là-bas il y en a. Et les Indiens ont dit, ah, vous en avez trouvé encore, ils se sont regroupés, ils sont revenus. Bon, ils ont préparé une attaque. Les Français sont retournés 3 jours après. On se demande ceci, avec tous les moyens, pour une action humanitaire, alors qu'ils avaient vu des personnes en danger, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait tout le possible pour protéger ces gens? Ce qui montre, en principe, même sur les barrières, quand ils venaient nous voir, et quand ils nous ont incités aussi à nous réfugier au Congo, ils nous disaient, le FPR va vous tuer. Alors il faut que vous vous réfugiez au Congo, nous allons vous aider à récupérer le pouvoir. Partez. Il y en a même qui ont dit, qui les gens dans les villages venaient les chasser, les tabasser, pour que les gens s'enfuient au Congo. Quel était l'intérêt pour un militaire français d'inciter quelqu'un à se réfugier au Congo? Donc vous voyez les Français, ils sont passés par votre commune, hein, c'est ça? Ils étaient c'est la route qui va vers Kibouye. D'accord. Elle passe par Karingera. C'est à peu près vers quelle date, à peu près, vous en souvenez ou pas? Bon, c'est aux environs du 22-23 juin. Ouais. Alors ils sont tout seuls ou est-ce qu'il y a des interamoués avec eux ou est-ce que... Non, je vous ai dit que quand ils sont partis pour aller voir Bicécéro, ils sont partis seuls. Mais arrivé tout près de Bicécéro, il y avait un centre dont je ne me souviens pas le nom. C'est là où ils ont retrouvé ce Jean-Baptiste, un intellectuel qui pouvait discuter avec eux, qui pouvait leur donner des informations. C'est à lui qu'ils se sont adressés. Et c'est bien lui, il m'a dit que c'est bien lui qui les a accompagnés juste là où étaient ces réfugiés. Oui, non, mais je vous confirme, c'est très connu. D'ailleurs, moi, je l'ai croisé à l'ESO à Kibouye. Alors, mais alors, donc, est-ce que vous voyez les miliciens et de Youssoufou Mouniakazi, à un moment donné, partir vers Kibouye? Faire des opérations. C'est nous qui avons donné l'ordre de donner à Youssoufou Mouniakazi des armes, des fusils, de lui faire des véhicules. Nous avons fait une réunion le 25 avril et
Youssoufou Mouniakazi, qui était en contact avec Obedi Ruzindana, nous a dit que Abissé Sero, les Tutsis, étaient devenus si forts qu'ils massacraient les Hutus. Et puis on a décidé dans la réunion préfectorale des bourgmestres et des sous-préfets et d'autres responsables politiques que nous avons décidé qu'il faut faire un renfort, il faut envoyer un renfort. On a décidé que les miliciens de Youssoufou Mouniakazi vont aller à renfort. Et pour cela, pour que le coup soit réussi, il fallait lui faire des véhicules. On lui a fait 2 bus. Les bus, c'était des véhicules du gouvernement. Les bus, c'était dans le Notracom, c'était des véhicules du gouvernement. On lui a fait des armes, on lui a fait des cartouches, on lui a fait des grenades. Et puis, on lui a fait des vivres. On est allé leur acheter des... C'est une décision de cette réunion. La réunion des bourgmestres, c'est du 25 avril 1994. Donc juste après le 25 avril. Ils sont allés à 2 tours, ils sont allés le 27, ils sont retournés le 28, même le 29, ils sont restés. Et puis de retour, le 30, ils sont passés, le 29, ils sont passés par Changi, ils ont massacré les gens à Changi. Le 30, ils sont allés à Mibirizi. Oui, et puis même sur les barrières, quand les Français les voyaient avec des fusils, ils ne disaient rien. Là, on parle de fin avril. Ils faisaient là comme ça des gestes de support, de dire nous sommes ensemble et soyez vigilants. Là, on parle de fin avril, c'est ça? Ouais. Et des Français qui les voyaient partir lors de l'opération turquoise. Ah, ouais. Parce que les attaques ont continué jusqu'en juin, vers le 25 juin. Ouais, mais parce que là, vous me disiez la réunion préfectorale où on décide d'envoyer Mouniakazi. C'est quelle date, ça? En avril, le 25 avril. D'accord. Et donc l'opération turquoise n'avait pas encore lieu. D'accord. Ouais. Mais là, le 25 avril, vers cette date-là, il y avait des Français à Tchangougou ou il n'y en avait pas? À Tchangougou, il n'y en avait pas, mais à Gitarama, à Boutaré, il y en avait. Oui, d'accord. Avec le gouvernement, avec l'état-major des ex-frères. Il y en avait. Boutaré, c'est quoi comme information que vous avez? C'est quel genre de militaires français? Qu'est-ce qu'ils font exactement là, c'est le groupe de ceux-là dont je vous ai parlé qui était à Gitarama. Ils venaient pour... parce qu'il y avait un front qui était ouvert un peu vers le sud de Abou Guessera. Ouais. Et on craignait que le FPR va contourner pour attaquer par le sud, par le Burundi. Et on avait mis des unités là-bas. Ils venaient pour superviser. Moi, j'avais les informations parce qu'on se passait des informations. Il fallait, du jour au jour, connaître tout ce qui se passe au front, connaître l'appui qu'on a, connaître les efforts qui sont faits au point de vue international, quels sont les pays qui nous soutiennent, quelles sont les armées qui peuvent intervenir, tout ça. Et il y avait les militaires de Mobutu étaient là, les militaires français étaient là, on le savait bien. Oui, d'accord. Et alors, Youssoufou Mouniakazi, donc, vous dites à peu près vers le 26, 27, 28 avril, ils vont des attaques dans le nord, enfin vers le nord, vers Bicécero, ou même Rwamatamou, non? Ils n'ont pas été à Rwamatamou, ça vous dit rien? Ils ont été à Bizenga. C'est la même direction. Oui, c'est la même direction. Disons ceci, ils partaient, c'était un groupe environ de 400 à 600 personnes. Ah. Alors, arrivé en cours de route, quand ils avaient comme information que quelque part, sur une église ou sur une colline, ils se cachent des Tutsis. Ils menaient une attaque et puis ils continuaient les routes vers Bicécero. Et alors, la grande attaque Igitelo Simusiga de Bicécero, où justement les Abacécéros sont encore très nombreux. Est-ce que vous voyez partir Mouniakazi aussi? Oui. Il était là. Il était là? Oui. D'accord. Et puis, au début de Turquoise, quand il y a les derniers jours, l'attaque finale. Oui, l'assaut final, il a participé aussi à l'assaut final. D'accord. À Bicécero. Et alors, il part de Bougalama, c'est ça? Il partait sous les ordres de l'autorité préfectorale. D'accord. Le préfet Mamoudou Wagambiki. On lui faisait des armes, on lui faisait des véhicules. Non, écoutez, Mouniakazi, c'était quelqu'un
Et un homme d'affaires et un cultivateur comme ça, mais il ne pouvait pas avoir les moyens de faire le transport de 600 personnes. Bien sûr. Il fallait lui faire des bus, il fallait lui faire des camionnettes, il fallait lui faire des fusils, des munitions, il fallait lui faire à manger pour pouvoir nourrir tous ces gens. Et puis, il y avait aussi dans cette attaque des militaires, du camp militaire de Tiambougou. Ce ne sont pas les milices qui sont partis, seulement il y avait aussi quelques militaires. Est-ce que vous avez entendu parler de Français qui participeraient à la grande attaque où les Abacesseros sont encore nombreux? Vous en entendez parler de ça? Vous en entendez parler de ça? Et ils ne sont pas allés directement, mais ce que m'a dit M. Touadira Yezou, c'est que lorsque l'attaque a eu lieu, ils étaient aux alentours. Comme quoi ils ont donné des directives, parce que c'est une attaque qui a été menée par des militaires venus de Gisenyi, envoyés par Anatole Sengiumva, l'officier Anatole Sengiumva, des militaires qui sont venus de Gitarama, des militaires qui sont venus de Tiangougou, des milices qui sont venus de Gitarama, de gauche à droite. Alors on dit que ce sont les militaires français étaient là pour superviser, pour donner des directives, pour donner des commandements. D'accord. Donc ça c'est. Mais ils n'ont pas participé à l'assaut, mais ils étaient aux environs, ils guidaient ceux qui ont participé. D'accord. Et ça, ce serait vers quelle date ça? Le 25 juin. Ah, vous parlez de. Ça vous parlez de l'attaque finale, c'est ça? Oui. L'assaut final, la dernière. Celle qui a massacré les derniers. Les 6000 restants. Les derniers restants. Moi, je parle de l'attaque qui a lieu au milieu, où ils sont encore très nombreux. Bon, quand ils étaient encore très nombreux, moi... Ils ont fait un coup. Enfin, ils ont fait justement envoyer Mouniakazi et compagnie, non? J'imagine que au mois de mai, là, quand il y avait des problèmes, et justement on disait que c'était même les Tutsis qui massacraient les Hutus, parce qu'ils étaient encore très forts, les Abacesseros. Ils ont fait quelque chose pour casser la résistance. Le gouvernement a dit se réunir, écoutez, le gouvernement a dit se réunir. Ils ont décidé de faire quelque chose d'assez spécial à Abacesseros. Ils ont demandé, le ministre de la Défense a décidé qu'on puisse envoyer des militaires. Si les militaires de l'armée rwandaise coopéraient avec les militaires français, ils ne pouvaient pas mener une telle attaque sans avoir aussi des conseils de leurs collaborateurs. C'est ce que je puisse dire. Et puis le comportement lors de l'opération Turquoise, le comportement que moi j'ai vu des militaires français, les mots qu'on a échangés, leurs attitudes sur les barrières, là où ils retrouvaient des Tutsis enchaînés, en train d'être fusillés, passer comme ça et soutenir les milices qui tuaient. Tout ce que j'ai vu me montre bien qu'ils ne pouvaient même pas se passer de ne pas participer à une telle attaque. Oui, donc selon vous, ils ont participé d'une manière ou d'une autre à cette grande attaque du mois de mai. Oui. Ouais. Et quand vous parlez du gouvernement... Et puis vous voyez, Bicesero, Kibuye et Gitarama, c'est plus près de Gitarama où était le siège du gouvernement que près de Tiambougou. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était plus facile parce que c'est une petite distance. Ouais, d'accord. Ok. Bon, merci beaucoup. Alors, donc, oui, Straton, donc je voulais vous reposer les questions donc, sur l'utilisation des armes lourdes pendant le génocide. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples et comment vous avez cette information? Les armes lourdes ont été utilisées au cours du génocide parce que les militaires rwandais, en coopération avec les militaires français, ils avaient reçu des armes lourdes. On avait des armes lourdes qu'on utilisait au front, le front du Mutara, le front de Ruhengeri. Je vous citerai quelques sites où ces armes lourdes ont été utilisées pour tuer les gens. Exemple, à Morambi de Gikongoro, lors de massacrer les réfugiés qui étaient à Morambi. Je vous citerai chez moi à Tiangougou, ex-préfecture de Tiangougou, à Gashiraboba. On a utilisé des canons salokers. Des quoi? Des canons salokers. Ok. Bon, à Bicesero, pour pouvoir anéantir la résistance des Tutsis de Bicesero, on a dit recours aux armes lourdes. Parce qu'avec des simples fusils et des mitrailleuses, ce n'était pas possible.
D'accord. Et donc, par exemple, le massacre dans votre préfecture de Cyangugu, voilà. Alors, ça, il y a combien de personnes qui sont mortes là-dedans, à peu près? Entre 3000 et 4000. Et quel type d'armes lourdes ont été utilisées? C'est quoi? Il y a des mortiers, il y a des canons sans recul. Ouais. D'accord. Et alors, Mulambi Gikongolo, vous confondez pas avec Tianika? C'est vraiment Mulambi? Que ce soit là où il y a le mémorial, là? Tous ces sites, Ouais. tous ces grands sites, on a dû utiliser des armes lourdes parce que les Tutsis, quand même, après avoir vu qu'ils étaient agressés, ils ont essayé de résister. Et avec cette résistance, les Hutus qui utilisaient des machettes de l'arme blanche ont dû faire recours à leurs autorités. Et c'est pourquoi nous tenions des réunions de supervision lors du génocide. On se disait, là, il y a une résistance, que pouvons-nous faire? Il faut faire recours à l'armée, il faut qu'ils amènent des bombes, des armes lourdes, tout ça pour pouvoir anéantir la résistance. Et comment vous êtes au courant pour Mulambi Gikongolo des armes lourdes? Vous en avez entendu parler ou Moi, je vous dis que ce n'est pas le fait seulement d'en avoir entendu parler. Nous étions toujours en contact avec les différents échelons. Ouais. Parce que même le gouvernement nous visitait au moment du génocide. Le 2 mai, nous avons été visités par M. Mbangura Daniel, qui était ministre. Et, en tant que représentant du gouvernement, c'est lui qui nous a parlé de l'assaut qui a été mené à Gikongolo, à Tianika et à Mulambi, ainsi de suite. À Kadoua aussi ou pas? À Kadoua. Alors les trois, Kadoua. À Tibéro. Ouais. À Tibéro. Et puis il y a un autre site aussi, vers Boutaré, à Nyarubouye. Et à gauche, à droite, on a utilisé. Et lui, il vous parlait d'utilisation d'armes lourdes sur ces sites-là. D'accord. Parce qu'il y avait une résistance. Et les militaires ont dû faire recours à l'arme. Et alors ces armes lourdes, elles sont utilisées donc comment en fait c'est-à-dire comment dire? Donc vous dites qu'en fait c'est grâce à la coopération militaire française qu'ils ont réussi à manier ces armes lourdes? Avec les informations que j'avais, nous n'avions pas beaucoup d'experts à l'utilisation de l'arme lourde, de l'artillerie lourde. Et puis, comme vous le savez que moi, le Rwanda ne fabrique pas d'armes. Nous avions la livraison de la France. C'était le principal pourvoyeur d'armes aux ex-FAR. Ouais. D'accord. Et donc ils ont formé des phares à utiliser ces mortiers, ces armes lourdes. Et puis ils les aidaient aussi sur le front. Je vous ai bien dit, moi je les ai vus lorsqu'il y avait l'attaque de Nyamagumba. J'étais à Kigali. Je les ai vus à Nyabugogo avec les camions et les jeeps, avec les armes lourdes démontées pour aller faire l'assaut, pour déloger les militaires d'IFPR qui avaient pris la ville de Ruingeri. D'accord. Ok. Là, je ne doutais pas parce que j'ai vu de mes yeux. Mais alors, les artilleurs français qui sont restés pendant le génocide, est-ce qu'ils n'ont pas servi à quelque chose justement au niveau de l'artillerie? Est-ce qu'ils bien sûr, peut-être qu'ils n'étaient pas derrière les armes, mais à quoi ils auraient pu servir? Ils étaient là pour ça, ils étaient là pour aider, ils étaient là pour utiliser là où il n'y avait pas de techniciens à la matière formés, de Rwandais formés à la matière. Ils étaient là pour utiliser, ils étaient là pour donner des conseils. Et c'est le support qu'ils ont donné. Moi, je n'en doute pas parce que j'en ai parlé même avec le colonel qui dirigeait l'opération turquoise. Quand il m'a rendu visite, il me disait que nous ne devons pas avoir peur, qu'ils vont faire tout le possible pour chasser le FPR. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'était qui ce colonel? Vous vous en souvenez de son nom? Claude Excusez-moi. Je crois que dans mes notes, je dois avoir quelque part. Là, son nom, ce n'est pas ici. En tout cas, il répondait au nom de Claude, quelque chose comme ça.
un colonel dit nom de Claude. Si c'était lui le commandant suprême, je ne sais pas, mais c'était lui qui Jean-Claude supervisait. Jean-Claude, oui. Lafourcade? De la Fourcade. Ouais. Ah, ok. Ouais. D'accord. Ouais. C'était lui qui venait, quand il venait, quand même, quand il y a un grand, vous voyez, même les subalternes nous montraient que le responsable, le grand responsable est venu, et surtout il venait quand on tenait les réunions à la préfecture pour tenir des réunions avec les bourgmestres et les hommes politiques et tout ça. Et ça, c'était quand, ça? C'était à quelle date que vous lui avez parlé? À peu près? Le 27 juin, nous avons tenu une réunion à Kiangou et puis après, il est venu dans ma commune en pot de passage comme ça pour superviser les positions des dossiers militaires. On s'est parlé aussi. Il m'avait réconforté, m'avait dit qu'ils vont faire tout le possible, que ce soit en fournissant des armes et en fournissant des munitions, que le FPR ne va pas récupérer le pouvoir. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé.